Bonsoir, M. Condé, bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Boubacar Sansouri, Barry Kissouri. Nous avons en tout cas trois grandes thématiques, trois ou quatre, cinq thématiques, j'allais dire, à débattre avec notre invité. On va essayer de faire des efforts pour que on puisse les éplucher toutes. Oui, première question sans Barry pour notre invité. D'abord sur le débat d'orientation constitutionnelle. Le débat d'orientation constitutionnelle. Ouais. Docteur Dansa Kourma, aujourd'hui, je lisais une interview de Mamadou Badiko Ba qui traitait ce débat d'orientation constitutionnelle de mascarade parce qu'il estime qu'il y a eu les consultations au lendemain du coup d'État, il y a eu votre passage à l'intérieur du pays, les délégations qui ont sillonné l'intérieur du pays, il y a eu les assises nationales, il y a eu le dialogue politique qui a été organisé à Conakry ici. En quoi il y a eu également le symposium sur le constitutionnalisme. Du coup, la question c'est en quoi ce débat-là était-il nécessaire? La question va être suspendue. La toute première, c'est d'abord la nomenclature. Débat d'orientation constitutionnelle. Ça a fait débat dans nos studios. Beaucoup de leaders se sont succédés pour dire que ce n'est vraiment pas l'appellation qui sied. Vous qui êtes le président du CNT, qu'est-ce que vous en dites? Il n'y a pas eu de débat. Ouais. Bon. Vous savez, c'est un sujet d'actualité. Les intellectuels, en fonction de leurs tendances, de leurs penchants, ils donnent l'interprétation qu'ils veulent. Nous sommes dans un parlement. À l'opposé du débat d'orientation constitutionnelle, il y a le débat d'orientation budgétaire. Et vous voyez dans tous les pays du monde comment le débat d'orientation budgétaire se passe. Ce n'est pas un débat entre les invités et la représentation nationale. Non, c'est l'opportunité qui est donnée à la représentation nationale d'entendre plusieurs contributions et à susciter un débat à l'interne de la représentation nationale sur les questions qui sont soumises à l'appréciation des invités. Alors imaginez que vous soumettez un sujet et que les législateurs se mettent en débat avec un invité dont nécessairement l'intervention n'est pas accompagnée d'une décision ou d'un vote. Non, on a jugé nécessaire que ce n'est pas ça. C'est la multiplicité des tendances entendues sur le sujet. C'est ça qui suscite un débat au sein du Parlement sur la question. Ah, c'est le début est déjà fait, le prolongement, ça va être le débat sur les contributions. Maintenant, l'ensemble des contributions sont données. Maintenant, nous avons une masse critique d'informations qui soulève des interrogations et des discussions entre les conseillers nationaux. Bref, ce sont des jeux de mots qui n'ont pas d'importance. Ce qui est important pour nous, nous avons donné la parole à toutes les composantes qui sont considérées comme acteurs majeurs du processus pour qu'ils donnent leur point de vue. Et ceux qui sont invités et qui ont pris la parole, chacun est sorti avec satisfaction. Le temps d'écoute était là. Le temps imparti était de 20 minutes. Certains ont fait 40 minutes, d'autres sont partis au-delà. Et la particularité est que c'est la diversité des opinions. Nous avons écouté... C'était l'objectif recherché. Exactement. On a écouté le ministère de l'administration du territoire. On a écouté le ministère de la Justice. Mais les deux propositions sont allées... diamétralement opposées. Donc ça veut dire quoi? Nous avons suscité une réflexion critique des acteurs sur un sujet d'actualité pour cerner les différentes tendances possibles au sein de l'opinion. Alors, l'autre question que je vais ajouter à ça rapidement pour en faire une pierre deux coups, c'est la question de l'honorable Sanso. Ah, il n'est pas honorable. Non, je le dis aujourd'hui. C'est un honorable journaliste. C'est du fait de dire qu'il y a eu d'autres débats. Et qu'un leader politique aurait parlé de mascarade. Peut-être, je ne sais pas quelle définition on donne à une mascarade. Sur le plan du dictionnaire, quand on dit mascarade, je pense que c'est le manque de clarté, n'est-ce pas? C'est le manque de transparence ou d'intelligibilité du processus. Mais quand vous faites la surabondance de transparence, on n'appelle pas ça mascarade. Alors c'est une autre définition qu'il fallait donner. Donc c'est important pour lui de révisiter la compréhension du terme mascarade. Parce que nous avons adopté une méthode qui, in fine, doit permettre à tous les acteurs, d'abord, de comprendre le processus. Parce que la transparence, ce n'est pas seulement le contenu
des décisions que nous prenons. Non, c'est le processus qui conduit à la prise de décision. Il faut que tous les acteurs comprennent comment nous sommes partis d'une situation de départ pour aboutir à un avant-projet. Il faut que tout le monde participe à ce processus. On a discuté, on a trouvé des étapes complémentaires. D'abord, le bas peuple qui est toujours en marge du processus consultatif, quand on parle de constitution ou de texte organique. Je ne connais aucun constituant guinéen qui allait consulter le peuple avant de commencer son travail d'élaboration d'un texte, quel que soit le texte. Vous étiez au CNT en 2010. Exactement. Vous ne l'avez pas fait? En dehors du CNT de 2010, je ne connais aucun constituant qui l'a fait, y compris le CNT de 2010 et le constituant qui a précédé le CNT de 2010. Nous avons voulu... Donc c'est une erreur que vous avez commise en 2010. Pour éviter, n'est-ce pas, que le processus souffre de transparence, rectifier toutes les anomalies du passé, y compris celles de 2010. Parce qu'il faut apprendre sur les erreurs. Moi, je veux que vous posez des questions qui permettent à l'opinion d'avancer. Il était même le rapporteur. Alors, si je le dis tout à l'heure, y compris notre erreur de 2010, ça changerait quoi dans la compréhension de ce débat? Donc ça ne sert à rien. Je vais qu'on pose des questions on n'a pas de temps. Il faut que le Guinéen ait le maximum d'informations de la part de ceux qui sont chargés d'écrire un texte en leur nom. Alors, la première consultation était destinée au bas peuple, c'est-à-dire aux Guinéens, c'est-à-dire de l'intérieur du pays, qui sont souvent en marge du processus consultatif. Donc, on est allé rencontrer les acteurs locaux à la base, ceux pour leur donner le temps de se défouler et de donner les orientations. Mais ces orientations ne sont pas formulées par des groupes structurés. Donc, par conséquent, les recommandations ne sont pas structurées. Ce sont des propositions en vrague. Ça nous a servi d'avoir les tendances primaires sur ce que les citoyens attendent du CNT. Leur aspiration. Leur aspiration. Exactement, leur aspiration. C'est différent d'orientation. Deuxième chose qu'on a faite, c'est le symposium. Pourquoi on a fait un symposium? Parce qu'il faut permettre aux experts nationaux de discuter avec le constituant. Il y a des questions constitutionnelles dont nous n'avons pas tous les éléments d'appréciation. Il faut permettre aux universitaires, ceux qui ont fait des recherches sur le sujet de la Guinée et d'ailleurs, d'apporter leurs éléments. Mais on les a mis sur un sujet clair. C'est l'étude du constitutionnalisme guinéen de l'indépendance à nos jours, les leçons, les enseignements, les hauts et les bas, pour nous sortir un rapport. De ce symposium, il est sorti 120 recommandations qui travaillent sur les erreurs du passé, les anomalies, les insuffisances, et qui se projettent pour l'avenir en faisant le droit comparé. Il y a eu une dizaine de constitutionnalistes africains qui ont participé au débat. 2. Est-ce que ce débat d'experts est égal aux consultations du peuple à la base en termes de portée? C'est totalement différent. Je dirais non. Donc, deuxième élément. Le troisième élément, les acteurs. Si on a consulté les citoyens à la base, qui ne sont pas nécessairement structurés, parce que dans chaque panel de discussion, il y avait environ 200 personnes, qui ne sont pas nécessairement les représentants d'entités. On a dit d'accord, donnons la parole aux acteurs ou aux entités pertinents pour qu'ils viennent devant la représentation nationale. Les autres, on est allé vers eux. Cette fois-ci, ils viennent vers nous. Ils préparent. Dire ce qu'ils pensent. Tout à fait. Ce sont des orientations sur la nouvelle constitution plus structurée. Alors, la différence, c'est quoi? Nous avons fait des TDR et nous avons posé des termes de référence. Nous avons énuméré des questions. C'est beaucoup de documents. Il y a plus de 700 pages de documents qui ont été joints à la lettre. Je vous dis bien, 700 pages. Je peux les citer. Premièrement, les termes de référence du débat d'orientation constitutionnelle. 2. L'orientation thématique, c'est-à-dire pour permettre à l'entité d'aborder les différentes questions qui lui sont posées. Donc, on les a même aidés. Par quelle démarche aboutir aux questions. Troisième document que nous avons adjoint, les questions pertinentes à poser. On a commencé la forme républicaine de l'État, on a posé État unitaire, État fédéral, régionalisation poussée, etc. Toutes les questions qui nous traversent la tête ont été posées dans un document pour orienter l'intervenant vers quelque chose de clair. On a adjoint à ça tous les documents. Le rapport des consultations de l'intérieur du pays, le rapport du symposium, le rapport des assises, et quel autre document? Le forum interreligieux. Tous les documents pertinents nécessaires à asseoir la conviction de l'acteur sur le processus ont été joints au document. Et on a pris 20 jours avant le débat proprement dit pour que chaque entité puisse avoir un débat en son sein. C'est d'où la nature du débat. Mais là, ça pose un problème parce que le report a été justifié, ce report de 48 heures, on nous avait dit que c'est parce que certains
n'étaient jusqu'à présent pas dans l'esprit ou qui ne maîtrisaient même pas le concept réel de ces débats d'orientation? Désolé, je ne crois pas si vous étiez dans la salle où on a décidé le report. Le report était lié à la programmation interne au sein du CNT. Parce que les coalitions qui devraient initialement s'accorder sur des contributions communes, il y a des trentaines, des cinquantaines de contributions qui y sont arrivées. Et à l'interne, on avait un problème d'agencement, d'arrangement pour que tout le monde puisse passer. Exactement. Ça n'a rien à voir avec le 20 jours. Moi, je ne connais pas un processus consultatif en Guinée où on a mis 20 jours entre la réception des termes de référence et le débat proprement dit. C'est pour permettre d'abord la compréhension du processus et la tenue d'un débat à l'interne de l'entité pour amener à un document cohérent. Oui, alors, sans se barrer après, Cheikh Sadi Boundoué. D'abord, toujours sur le débat d'orientation. Oui, sur le débat d'orientation constitutionnelle. Oui. Par rapport au groupe structuré dont vous parlez, ce que je disais, c'est qu'il y avait déjà eu des propositions, certainement, parmi celles qui ont été faites, il y a déjà des propositions qui avaient été faites via la rencontre au palais et via des propositions soumises au ministère de l'administration du territoire. Ça, c'est le premier niveau. Pardon, je ne comprends pas ça. Je dis, les consultations qui avaient été faites, il y a des propositions qui sont revenues dans le cadre de ce débat d'orientation constitutionnelle, étaient contenues dans certains mémos soumis dans le cadre des consultations initialement faites au palais, autour du CNRD, et même avec le ministère de l'administration du territoire. C'est une affirmation, oui. Oui, la deuxième chose, par rapport aux... D'accord, on va faire comme une pierre, trois coups. Pour ce qui est des experts, un ami me disait la dernière fois, comment se fait-il par exemple qu'un débat comme ça, sur un truc de refondation, on n'associe pas le cardinal Robert Sarah, on n'associe pas Thierno Monenembo, on n'associe pas, il disait Gassama Diaby notamment, et le dernier dont il parlait, j'ai oublié le nom. Bref. Voilà, et la troisième chose, vous disiez tout à l'heure que à l'occasion vous avez réuni tous les acteurs majeurs qui comptent. Il se trouve que les forces vives... Je n'ai pas utilisé le mot réuni. Le verbe réuni vient... D'accord, on a consulté, je ne sais pas, en tout cas il y a eu acteurs majeurs à l'occasion de ce débat, vous l'avez dit. Il se trouve que les forces vives sont composées, au niveau politique notamment, des formations les plus représentatives du pays. Et à ma connaissance, elles n'étaient pas associées à ce débat d'orientation constitutionnelle. Est-ce que de ce point de vue, la recherche de l'inclusivité, l'objectif a été atteint? Merci pour cette question qui est facile à répondre d'ailleurs. Notre objectif c'était l'inclusivité, pas l'unanimité. D'abord, l'inclusivité exige que tous les acteurs soient mis au même pied d'égalité et conviés sur la base de la même chance pour y participer. Nous avons déposé les courriers, les mêmes documents chez tous les acteurs. Je dis bien tous les acteurs. Alors, ça veut dire quoi? L'idée d'inclusivité chez nous est que nous ne privilégions pas un acteur au détriment de l'autre, quelles que soient les considérations qui puissent exister. Donc, tout le monde a été convié. Ça, pour nous, c'est inclusif. Alors, la finalité, si tout le monde n'a pas pu répondre physiquement, mais nous avons eu des contributions écrites, même de certains acteurs qui n'ont pas répondu physiquement. Ça, qui relèvent de ces formations-là, par exemple? Moi, je ne précise pas sur les formations. Écoutez, nous sommes dans un processus de construction d'une vision collective. Je ne rentre pas dans les compositions, dans les appréhensions sectorielles. Ce qui m'intéresse, nous avons identifié tous les acteurs. Il y a 12 acteurs clés qui ont été invités, 12 composantes clés. Toutes les composantes ont répondu. À l'intérieur des composantes, certaines n'ont pas répondu, d'autres ont répondu. Et nous avons laissé la vanne ouverte aux propositions écrites. Je vous avoue, on a eu des propositions concrètes d'acteurs qui ne sont pas passés devant nous pour des explications propres à elles. Autre élément, on ne s'est pas limité au débat à l'hémicycle. Nous avons développé une plateforme. Allez-y, vous verrez la plateforme. Débatcitoyen.org. Pour permettre à n'importe qui... Dont la participation faisait défaut. Hein? Pour permettre, ça vous engage, pour permettre à chaque Guinéen de contribuer. Si vous ne pouvez pas venir à l'hémicycle pour donner votre point de vue, vous avez une plateforme. Aujourd'hui, nous avons... Vous avez recueilli des contributions sur cette plateforme? Nous avons des milliers de contributions aujourd'hui sur la plateforme. Et la plateforme reste encore ouverte jusqu'à la fin du processus d'élaboration de la Constitution. Autre élément, on s'est dit que
comme tous les citoyens n'ont pas accès à l'informatique ou à la technologie, on a mis un numéro vert, le 10-13, pour que vous qui êtes à Panziazou, vous pouvez appeler en malinké ou dans la langue que vous voulez, poser les questions et apporter votre contribution. Nous avons mis en place un call center qui fonctionne 24 heures sur 24, où vous pouvez appeler, poser des questions, apporter votre contribution. Il y a une fiche qui synthétise l'ensemble des contributions et le verse à la commission qui est chargée de faire. Vous savez, il n'y a pas de processus parfait, mais nous faisons l'effort à ce que ce processus constitutionnel soit transparent, participatif et inclusif. C'est important. Et nous continuons la vanne n'est pas fermée. Nous l'ouvrons. À la dernière minute, tous ceux qui ont des contributions pertinentes, ils peuvent le faire venir et nous sommes prêts à les examiner au même pied d'égalité. Alors, la question disons, sur la question des experts. Autour de la loi. Je peux la question des experts. La question des experts. Sur la question des experts. Oui, le fait que... L'autre nom, c'était Kemoko Touré, je me rappelle. Laissez l'honorable, mon cher ami Saribou a posé des questions. Ça fait longtemps, il n'y a pas eu de débat entre lui. Il a la nostalgie du docteur Dansa. Voilà. Donc, répondez à la question. Pourquoi tout le monde est honorable. Je réponds à la question de Sanso. J'ai bien compris la question. Nous ne dégageons pas de liste individuelle d'experts. En Guinée, tout le monde se croit expert. Même dans ce studio-là, vous êtes des experts. Parce que chacun débat des sujets, vous vous prononcez sur des matières, chacun en fonction de sa spécialité. Moi, je ne cite pas des noms. Nous avons fait un appel à contribution. Tous ceux qui ont manifesté le désir de contribuer ont été acceptés. Ça, je vous précise. Par exemple, le cardinal, on s'est adressé personnellement à lui. On ne s'est pas adressé aux individus. Je précise déjà, l'identification des experts a été faite sur la base d'un processus. Les experts internationaux, nos partenaires, AFS, à travers l'USAID, naturellement, l'OIF et le PNUD. Mais il y a des ressources humaines qui se distinguent. Je parle d'experts étrangers, M. Sanso. D'accord. Si vous voulez des réponses, je voudrais que vous écoutez. Allez-y. Ça, c'est les experts internationaux. Nous ne connaissons pas les experts internationaux. On ne peut pas se prévaloir les identifier. Nous sommes des Guinéens. Mais ces institutions qui ont de la crédibilité reconnue, on les a demandé de nous mettre à disposition des experts. Ils nous ont envoyé des CV, on les a étudiés. Une liste a été arrêtée. Pour c'est Babacar Kanté, d'autres que vous connaissez. Bref, deuxième composant, les experts nationaux. Point d'entrée, les universités. Parce que c'est un débat académique. Nous avons utilisé des références académiques pour savoir ceux qui ont fait des études sur les constitutions, ceux qui sont spécialistes en droit constitutionnel, ceux qui sont des spécialistes connus par le milieu universitaire sur les questions de sociologie, ainsi que le professeur Bano, enseignant, ancien directeur de laboratoire de sociologie, il a été consulté dans ce sens. D'ailleurs, avant de choisir le professeur Bano, il y a eu 3 autres sociologues dont le CV a été soumis, mais le choix est tombé sur lui. Donc, ce n'est pas... Les consultations individuelles sont admises à tout moment, même demain. Si les noms que vous avez cités, ils veulent intervenir, c'est pourquoi il y a eu des spots qui sont passés, des communiqués qui sont passés pour demander à tous les Guinéens, si vous suivez le contenu du spot, de s'associer au débat. On a consulté l'Église, c'est-à-dire on a écrit à l'Église, permettez-moi, le Conseil chrétien de Guinée, et tout ce qui est lié à l'Église, tout ce qui est lié au Conseil musulman, vous les avez dit, le monseigneur Robert... Vincent Koulibaly. Vincent Koulibaly a porté la voix de l'Église. Bref, on parle d'entité. Expertise, c'est le milieu universitaire qu'on a utilisé comme socle. Parce que pour dire que je suis expert en constitution, il faut vraiment être... il faut avoir des références académiques. Autour de la loi fondamentale ne doivent pas être limités à une certaine catégorie de personnes ou simplement au niveau des élites. La démocratisation autour des débats actuels est une expérience à saluer. En tant que citoyen, je suis comblé par la démarche de Dansa Kourma et de son équipe. Ils ont fait montre que pour débattre autour des questions relatives à la loi fondamentale, les citoyens ont le même droit. Alassane Diaby nous a envoyé ce message, il a exigé qu'il soit lui. Oui, question rapide. Monsieur, le débat d'orientation. Monsieur le Président, ma première question a été posée par Sanso. Je voulais juste apporter une précision. Est-ce qu'aujourd'hui, à date, il y a possibilité de réunir certaines conditions pour amener justement ces partis politiques qui jusqu'à date n'ont pas encore pris part à ces consultations? Et ensuite, la deuxième question est de savoir, puisque le débat s'est invité en ce qui concerne la réduction des partis politiques
Donc comme on parle de bipartisme, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il est question que chacun apporte ses propositions par rapport à un sujet donné. Et ensuite, le débat s'invite, n'est-ce pas, au sein des conseillers. Et à ce niveau, qu'est-ce qui a été dit pour ce qui est de la proposition de la limitation des partis politiques? Une question polysémique qui a plusieurs tentacules. Alors, le dialogue politique n'est pas de notre prérogative. Regardez la mission du CNT, les 5 missions de la charte de la transition, il faut être logique. Et le dialogue politique, dans le cadre de la pratique politique en Guinée, c'est le Premier ministre qui s'en occupe. Si nous pouvons apporter une contribution au Premier ministre pour faciliter l'approfondissement d'un certain nombre de questions... Pour le rapprochement des partis. Non, l'approfondissement d'un certain nombre de questions qui sont des prérogatives du CNT, nous le ferons. Si on peut contribuer aussi pour compléter le dialogue politique qui porte sur des questions politiques, naturellement, dont la vocation, c'est les conditions de participation de l'élite politique au débat national et à l'occupation des espaces politiques de décision. C'est ça l'esprit du dialogue politique. Le débat constitutionnel est à dissocier du dialogue politique. Sinon, nous allons avoir des confusions. On ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas parce que, regardez tout simplement, la Constitution, c'est ce qui lie le peuple à ses gouvernants. Mais sauf que ces partis politiques, quand on parle de débat d'orientation... Vous vous donnez les libertés d'interrompre, même si vous posez des questions. Vous me laissez terminer, après vous prendrez la parole. Vous avez posé des questions. Vous avez posé des questions. On dirait que vous n'avez pas intérêt à ce que la clarté soit donnée. Allez-y, vous avez intérêt à ce qu'on quitte le studio à couteau tiré. Non, moi je ne donne pas l'opportunité de couteau tiré avec vous. Non, pas du tout, Monsieur le Président. Parce que avant de faire le débat d'orientation constitutionnelle, nous avons organisé une conférence de presse où nous avons donné la parole à la presse nationale de nous poser des questions sur le modus operandi et sur la finalité de la conférence. Donc c'est transparent, un spot a circulé pendant près d'un mois. Bref, nous avons ouvert l'espace à ce qu'il y ait un débat contradictoire. Nous sommes ouverts à cela. Donc, pour répondre à votre question, nous ne nous mettons pas à la place du dialogue politique. Il ne faut pas qu'il y ait confusion de genre. Mais tout rôle qu'on peut jouer dans le cadre de la diplomatie des couloirs pour aider à rapprocher les tendances et les positions, on peut le faire. Mais officiellement, le cadre de dialogue politique, cela ne relève pas de vos il y a un décret qui a institué le cadre de dialogue politique et qui a situé les responsabilités. Laissez chaque institution faire son travail. L'autre élément que je vais rajouter le bipartisme, la limitation des partis politiques. Il y a eu le débat sur une centaine de questions. Donc l'organisation du paysage politique est un chapitre qui comporte beaucoup d'éléments. C'est la rationalisation de l'espace politique et la lutte contre l'ethnocentrisme et le régionalisme dans la configuration de l'espace politique. C'est vrai, il faut aller sur les sujets. Comment remédier à une question? Il y a une série de propositions qui émergent. Réduire le nombre de partis n'est pas le sujet. Le sujet de préoccupation nationale, c'est comment sortir de la démocratie conflictuelle pour aller à une démocratie, n'est-ce pas? Constructive. Et deuxième question, comment réduire l'influence de l'ethnocentrisme sur la configuration du paysage politique? Comment avoir des partis politiques qui rassemblent la diversité de la société et non qui s'identifient à des groupes ethniques? C'est ça le débat. Pour répondre à cette question, il y a eu beaucoup de propositions. Alors, dont le bipartisme. Quelqu'un me dit, est-ce que le bipartisme n'est pas liberticide? Oui, elle peut être liberticide si elle est imposée. Si il est imposé. Mais s'il se construit sur la base d'une volonté commune, dès qu'on a deux, on est déjà dans le multipartisme. Voilà, parce qu'il aura mais à l'intérieur de ces deux, il y a des candidats libres qui n'appartiennent pas au parti qui peuvent compétir. Ça, c'est un élément important. Quand on dit parti, ne veut pas dire essentiellement parti politique. Ça, c'est une précision que j'apporte. Deuxième précision, le multipartisme qui n'est pas encadré, qui a autant de partis que détenus en Guinée, nous sommes dans le multipartisme, mais c'est un multipartisme suicidaire qui peut aboutir à la guerre civile ou à une situation qui ne permet pas au pays d'avancer. On est à près de 200 partis politiques. Un pays comme la Guinée, vous le dites dans vos émissions, qu'il y a des partis bar-café, il y a des partis de salon. Chacun utilise les commentaires. Parce qu'à ce niveau, chacun utilise les commentaires qu'il n'a pas joué son rôle de régulateur. Attendez. Parce que la loi a tout prévu. J'en viens tout à l'heure. Exactement. C'est une responsabilité importante de la régulation, de la création et du contrôle des partis politiques. Alors, les questions sont posées par rapport au sujet que je viens d'évoquer. Comment aboutir à ça? C'est pourquoi on a donné la parole à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui parle de bipartisme.
d'autres parlent de tripartisme, d'autres parlent de multipartisme modéré. Intégral. Il y en a qui parlent de multipartisme Je viens, intégral. d'autres parlent de multipartisme intégral. Donc nous n'avons pas fait de choix. C'est pourquoi nous avons entendu toutes les parties et les argumentaires. On a des experts, il y a un pool d'experts qui a été identifié. Et les experts internationaux sont dirigés par Babacar Kanté. Il y a Babacar Gueye du Sénégal et d'autres experts internationaux qui sont là, et les experts nationaux qui vont nous accompagner dans l'analyse de chaque choix, les risques, n'est-ce pas, les conséquences, les avantages par rapport au contexte guinéen. Mais ce qui fait l'unanimité aujourd'hui, d'ailleurs demandé par les experts internationaux, c'est de décomplexer le débat constitutionnel. Il ne faut pas qu'on soit enfermé dans un modèle préexistant. Il faut revisiter l'histoire de la Guinée, les réalités politiques, culturelles, donc sociétales du pays, et proposer des choix. Ça, je vous garantis que nous sommes suffisamment préparés pour aborder ces questions. En plus de ce débat, nous avons fait des voyages d'études. Le CNT, aucun parlement n'a eu une telle sollicitation dans les rencontres internationales et dans les instances internationales, plus que le CNT. Même les parlements normaux n'ont pas eu une telle sollicitation. On a fait plus de 60 missions à l'étranger. Aujourd'hui, on a fait des voyages d'études sur la Constitution. Le modèle rwandais, le modèle béninois et le modèle capverdien. Ce sont des modèles qui sont en train d'être examinés aujourd'hui, en plus des autres exemples qu'on a eus par les experts internationaux. Bref, nous avons une masse critique d'informations, de bonnes pratiques à traiter et à consommer avec modération. Oui, alors, c'est qu'une justement sur le débat, toujours une question pour vous aussi, une autre point, c'est qu'on va passer à l'étape suivante. Effectivement, cette masse critique qui a été engendrée par cette volonté d'inclusivité fait que comment vous allez parvenir à faire la synthèse? Moi, c'est ce qui m'intéresse de toutes ces propositions. Est-ce que ça sera notamment le travail qui sera dévolu à la commission qui avait été déjà mise en place et qui avait été mise en place avant la suspension du processus par le CNRD? Et justement, est-ce que cette synthèse, est-ce que le CNRD sera associé à cette synthèse pour que l'avant-projet de constitution fasse quand même une certaine unanimité au niveau des autorités avant de le proposer au référendum? Alors, quand vous regardez la méthodologie, peut-être je n'ai pas eu le temps de dérouler toutes les étapes, il y a une étape qu'on appelle le dialogue institutionnel autour de l'avant-projet. Le dialogue institutionnel permet de discuter avec le gouvernement, avec le CNRD, avec la Cour suprême, avec la HAC et toutes les institutions existantes, cette fois-ci pour faire le recalibrage nécessaire pour ne pas avoir des distorsions, parce que chaque institution est dépositaire d'un pouvoir et l'ensemble des pouvoirs sont consacrés dans la Constitution. Donc, on travaillera ensemble pour réajuster les choses. Là-bas, le CNRD interviendra, la présidence interviendra, le gouvernement interviendra, la HAC, la Cour suprême, la Cour des comptes et d'autres institutions républicaines de taille. Alors, pour terminer avec votre préoccupation, non, comment le CNRD va s'associer à la synthèse d'un document ou d'un ensemble de choses dont il n'est pas initiateur? Non, la synthèse sera faite par le CNT à travers une commission ad hoc que nous avons mis en place à cet effet. À l'occasion de chaque activité, il y a une commission qu'on crée qui s'occupe de la synthèse. Et la synthèse est soumise à tous les conseillers nationaux et approuvée avant d'être disséminée au niveau du grand public. C'est notre initiative. C'est nous qui avons écouté, n'est-ce pas, toutes les personnes. C'est nous qui avons... Alors, ce que je respecte dans la gestion du CNRD, c'est le respect de l'indépendance des institutions. Je vous avoue, nous avons connu plusieurs transitions en Guinée, mais la manière dont la question de l'indépendance des institutions est garantie dans cette transition, pour moi, c'est un modèle. La charte est respectée sur toute la ligne en ce qui concerne les prérogatives du CNT. Même quand parfois on demande au CNRD d'intervenir sur certaines questions en plénière, ils disent non, nous ne voulons pas faire immixtion dans le fonctionnement. Vous êtes responsable de l'élaboration du projet, travaillez sur le projet. Quand l'étape de dialogue va s'amorcer, si on a des remarques à faire, on le fera au même titre que les autres institutions. C'est des choses qui sont appréciables dans une transition. Donc, ma foi, je pense que ce que vous demandez sera fait autour d'un texte relativement consolidé. Pour le moment, on n'a pas de texte, on a des idées.
l'agencement des idées dans un document sur la base d'un plan bien défini se fera par la commission compétente, la commission constitutionnelle appuyée par les experts nationaux et les experts internationaux. Et la commission constitutionnelle. La précision est importante. Ça va être la suite. La précision est importante. Ça va être la suite logique de ta question. Non, sur la commission. Voilà, la commission clarifie, est-ce que c'est la commission qui avait été mise en place ad hoc ou est-ce que c'est la commission finalement loi constitution? Nous avons réajusté légèrement la commission. Parce qu'avec la volonté de faire sortir 2 commissions en même temps, c'est-à-dire la commission code électoral et la commission constitution. Pourquoi? Pour éviter qu'après l'adoption de la constitution, nous disons encore il faut attendre 6 mois pour faire le code électoral. Les 2 commissions travaillent en parallèle et se consultent sur toutes les questions. Quand on traite le système électoral dans la constitution, la déclinaison du système électoral en loi électorale sera faite par la commission code électoral et les 2 commissions se consultent en intercommission. Alors, nous avons renforcé les 2 commissions, non seulement par les experts, mais par d'autres conseillers nationaux qui se sont portés volontaires à apporter leur contribution. Donc, aujourd'hui, la synthèse est en cours. Il y a 2 commissions de synthèse. La première synthétise le débat d'orientation constitutionnelle. La deuxième synthétise tous les autres documents avant le débat d'orientation constitutionnelle. Les 2 documents de référence, plus les missions d'immersion à l'étranger et les enseignements pertinents, serviront de bréviaire pour l'élaboration de l'avant-projet. Je dis chapeau à Monsieur le Président du CNT, Monsieur Dansa Kourouma. Le débat d'orientation constitutionnelle a été une belle innovation qui a permis à toutes les couches sociales de se prononcer sur notre future loi fondamentale. Cet autre message, il faut faire attention à tout ce qui menace les acquis démocratiques et constitue un péril pour la paix sociale. Dr Dansa Kourouma doit savoir qu'il y a eu une Guinée avant lui, qu'il y en aura une autre après lui. Un autre message également, on va le lire. Ça fait plus de 20 minutes que c'est coupé du côté de Kankan. Ouais, le souci de cet autre auditeur, c'est les coupures de Dioma Kankan. Et Omar Zidane Fofana va nous donner des explications après. Oui, question suivante. L'intérêt de l'inclusivité, c'est d'amener, ou tout au moins, c'est de dégager une certaine légitimité autour du projet. Mais est-ce qu'à l'arrivée, on ne peut pas craindre aussi l'effet contraire, c'est-à-dire au niveau de la synthèse? Qu'il y ait plus de propositions, c'est-à-dire qu'il y ait une certaine unanimité sur un certain nombre de questions et qu'à l'arrivée, ces questions ou ces propositions ne soient pas retenues, est-ce que derrière, ça ne va pas créer une certaine frustration? Ou au-delà, est-ce que les experts, ou en tout cas lors de la dernière étape au niveau de la synthèse, que les spécialistes en la matière décident ou proposent à ce que certaines propositions, même si elles font l'unanimité au niveau de l'opinion, soient écartées ou maintenues? Est-ce que le risque lié à tout ça n'est pas à craindre? Il n'y a pas de proposition qui fait l'unanimité dans le débat constitutionnel. C'est pourquoi le dernier virage de l'approbation ou de la légitimité de la Constitution, c'est la soumission au référendum populaire. Et avant le référendum, il y aura un débat sur la présentation de l'avant-projet. Tous les Guinéens seront au courant du contenu. Et le texte réel qui sera approuvé par le CNT, je précise, ce n'est pas les individualités qui vont approuver le texte. Selon la charte de la transition, c'est le CNT qui va approuver le projet. Et c'est ce projet qui sera soumis au référendum populaire. Alors, entre l'avant-projet et le projet, il peut y avoir des arbitrages sur un certain nombre de choix. Regardez, tout ce que les citoyens proposent dans la nouvelle constitution ne sont pas nécessairement du domaine de la constitution. Ça peut être du domaine de la loi ou d'un règlement. Donc, cet arbitrage-là doit être fait par des spécialistes pour serrer ce qui est grand principe constitutionnel, ce qui est du domaine de la loi organique, ce qui est du domaine de la loi ordinaire, ce qui est du domaine du règlement. Donc, c'est un travail extrêmement important. Quand vous regardez les contributions, vous verrez que 70% des contributions sont du domaine de la loi. Ce n'est pas du domaine de la Constitution. Quand on parle des modalités d'organisation des élections, on parle du système, du type de suffrage sur certaines... Bref, il y a des propositions qui concernent les lois. Donc, ce qui ne sera pas... Cette décantation va être faite. D'accord. Parce que, écoutez... J'insiste sur un passage. Alors, un exemple, par exemple. Quand on prend l'ensemble des propositions et que majoritairement, par exemple, qui se dégage la limitation de l'âge, par exemple, et que dans l'avant-projet,
que cela ne soit pas pris en compte. Heureusement, nous n'avons pas fait un sondage. Nous avons fait une consultation pour avoir des orientations. C'est-à-dire pour aider le législateur à ne pas partir à sa tête, d'écouter ce qui est possible. Mais ce qui est important dans un débat d'orientation, c'est les argumentaires. Ce n'est pas de dire on va faire ça. Il y aura des études qui seront faites. On va consulter ceux qui ont fait des recherches préalables sur ces modèles constitutionnels. Et nous allons le confronter avec l'expérience des experts. Donc, et aussi le choix, le CNT représente l'ensemble des composantes. Il y a des entités politiques que vous avez citées tantôt qui sont représentées au CNT. Ils ne sont pas là pour boire du café ou de l'eau. Ils ont leur contribution, ils ont leur ligne de conduite par rapport à certains sujets. Donc il y aura un débat à l'interne très chaud, d'abord avant d'opérer à des propositions. Mais le dernier mot revient au peuple. Je ne voudrais pas que vous nous ameniez à choisir à la place du peuple. In fine, c'est le peuple qui décidera du choix de ces modèles constitutionnels. C'est pourquoi, contrairement à la Constitution de 2010, celle qui est en cours d'élaboration, la charte a dit clairement que c'est le peuple qui va approuver le projet. Donc on va laisser, même le peuple, quand il approuve le projet, exactement, je n'ai pas vu dans un pays où il y a 100% de oui par rapport à une constitution, il y a toujours les oui et les non. Mais il faut que le processus soit transparent. Il arrive que l'avant-projet soit rejeté aussi. Oui, il arrive, comme l'avant-projet n'est pas le projet, alors je n'ai pas vu un avant-projet rejeté. Il peut y avoir un avant-projet amendé. Voilà. Il faut se mettre. Tout à fait. C'est le texte qui sera soumis au peuple qui peut être rejeté. Avec votre permission, une ultime question sur le débat d'orientation. Ultime d'ailleurs. Oui, je veux savoir, est-ce qu'on a, puisque vous avez parlé de méthodologie, ça veut dire qu'il y a une espèce de planification. À quand, aujourd'hui, vous pouvez nous dire à quand l'avant-projet de nouvelle constitution sera rendu disponible? C'est une très bonne question, mais méthodologie ne veut pas dire planification. D'accord. Vous donnez, nous avons un chronogramme de la transition. Le débat constitutionnel s'accommode à ce chronogramme. Le référentiel qu'on a aujourd'hui, c'est le chronogramme de la transition. Alors, oui, en principe, selon ce chronogramme-là, l'avant-projet de nouvelle constitution aurait dû être rendu disponible depuis avril. Alors, aujourd'hui, vous nous avez dit que vous avez mis en place 2 commissions, notamment celle constitutionnelle et celle sur le code électoral. Alors, et vous avez dit que l'idée est d'éviter que, après l'approbation de la qu'on attende 6 mois pour la mise à disposition du code électoral. Ça veut dire qu'il y a une volonté d'aller plutôt rapidement. Alors, je dis sur cette base-là, puisque vous êtes animé de l'idée d'aller vite, est-ce que vous avez une idée de la date, du délai auquel l'avant-projet pourrait être rendu disponible? Vous savez, à notre sein, nous sommes dans une démarche très... la célérité gouverne. C'est pourquoi on a créé 2 commissions parallèles. Mais la deuxième chose, le débat d'orientation devrait durer 30 jours. D'accord. Nous l'avons fait en 17 jours. D'accord. Donc, le temps qui est perdu, nous sommes en train de le récupérer. Alors, moi, je pense que dans 45 jours, normalement, les travaux de synthèse et le travail d'élaboration de l'avant-projet pourraient aller à un seuil optimal. Ça peut être avant ça. Ça dépend des résultats aussi du dialogue institutionnel. Tout au plus dans 60 jours. Non, je dis bien la limite qu'on a, le seuil tolérable, c'est de faire travailler les gens pendant 45 jours pour qu'on puisse avoir l'avant-projet, le design de l'avant-projet. Non, la synthèse, on a mis seulement les gens sur une semaine. C'est pour vous dire que nous sommes en train d'aller avec une grande célérité. Ils sont nombreux qui posent la question à quand finalement cette constitution, monsieur le président du CNT? Non, le camp de la constitution dépend d'un certain nombre de contraintes qui ne dépendent pas nécessairement du CNT. Il y a aussi l'agenda électoral. La constitution finale sera disponible après le référendum. Mais le débat sur la date de tenue du référendum... Alors, votre travail va être disponible d'ici quand? C'est ça, l'avant-projet. Oui, l'avant-projet. Je vous ai dit, j'ai bien dit, notre objectif, c'est d'avoir la première mouture dans 45 jours. La première mouture. D'accord. Et il y aura le débat institutionnel qui va se mettre en place pour essayer de s'accorder sur les différentes articulations. D'ici fin juillet. Alors, au sein des entités consultées, je vais parler des institutions, le temps dépendra, n'est-ce pas, de la contribution de chaque entité. Donc nous ne maîtrisons pas cette partie débat
au sein des institutions. Mais au niveau du CNT, nous avons la volonté de carburer. Vous voyez déjà la célérité du débat d'orientation. On a économisé... Vous allez leur proposer un délai peut-être maximum. Toujours, on a même les partis politiques, quand on les a envoyé les documents, on leur a donné un délai. On a dit 15 jours. Chaque entité qu'on va consulter, on va mettre un délai en tenant compte du délai global admis au niveau du CNT. Il semble que la session du CNT, c'est d'octobre à juillet, il me semble. Et si vous projetez sur, on va dire, 45 jours ou 60 jours, cela tombe probablement pendant les vacances parlementaires. Je veux dire, est-ce que le travail se fera même quand on est en vacances parlementaires? Je vais vous dire que le CNT, il n'y a pas pareil encore, on n'a pas eu pareil. CNT sur le plan de l'histoire parlementaire. Les vacances parlementaires passées, nous avons pris 15 jours au lieu de 90 jours. Parce que les vacances, c'est 3 mois. Mais nous avons pris 15 jours. D'accord. Ça veut dire quoi? Nous avons le souci de faire un travail parce que le peuple attend ce travail. Donc, ce n'est pas exclu que ces vacances soient écourtées pour des nécessités d'agenda. Donc, on n'a pas de souci par rapport à ça. Nous sommes là pour faire ce travail. Et nous nous donnons les moyens et la motivation nécessaire de travailler. D'accord. Docteur Dansa Kourouma, le mot de la fin? Moi, je voudrais demander au peuple de Guinée de contribuer à ce débat à travers la plateforme que nous avons créée. Je vais vous dire, il y a des débats extrêmement intéressants sur la plateforme. Les discussions des modèles. Il y a des Guinéens de l'extérieur vivant à l'étranger qui ont des très belles propositions. C'est houleux? Très houleux, mais très constructifs. D'accord. Chacun n'a qu'à participer à ce débat, à titre individuel, mais aussi à titre d'entité pour apporter des contributions. Et deuxièmement, nous ne devons pas rater le tournant de la codification de nos aspirations, parce que la Constitution est une codification de nos aspirations. C'est extrêmement important. C'est pourquoi dans mon discours, j'ai appelé le peuple à la vigilance. Nous appelons le peuple à la vigilance. Pourquoi? Il doit suivre ce qui se fait au niveau du CNT. C'est pourquoi nos débats sont retransmis sur les réseaux sociaux en direct. La raison est toute simple, c'est pour permettre à chacun d'avoir de l'attention, de contribuer. Parce que la transparence du processus d'élaboration de la Constitution détermine sa légitimité. Nous avons connu des constitutions en Guinée élaborées par des inconnus. Personne ne sait les constitutions. On a connu cette histoire en Guinée. Ce que ça a donné en termes de conséquences politiques et institutionnelles, nous le savons. Donc, j'invite le peuple à accorder de l'intérêt et de l'attention à ce travail, parce que ce que nous faisons, c'est pour lui.